Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, je te parlais d'une situation en fait que j'avais rencontrée lors d'un projet avec une des équipes et qui était une cause de frustration. Il s'agissait en fait d'une frustration qui était liée à l'intégration de différents providers d'authentification dans l'application en question. En gros, on avait plusieurs providers qui sont principalement liés à vos réseaux sociaux favoris, notamment Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. L'intégration de ces providers était une source de frustration dans la mesure où à chaque fois qu'il fallait intégrer un provider, ça nécessitait de revoir le modèle et parfois les services associés. Par conséquent, ça pouvait casser une ou certaines parties de l'application. L'une des approches qui avait donc été adoptée, qui avait donc été pensée à cette époque-là, était de mettre en place une architecture hexagonale. Bien évidemment, il s'agit pour moi d'une histoire un peu factice, mais dans le but, bon, même si elle est tirée de quelque part des faits réels, mais le but c'est juste pour moi de partager avec toi comment j'implémente l'architecture hexagonale côté front-end. Dans une précédente vidéo, j'avais déjà essayé de poser un état de l'art avec toi afin que tu essayes de te faire une image de ce à quoi ressemble une telle implémentation côté front-end. Aujourd'hui, nous allons procéder à cette implémentation de manière concrète. Je vais faire avec toi un live coding dans lequel je te présente comment est-ce que j'implémente cela. Bien évidemment, je prendrai un exemple light, un exemple vraiment académique, mais qui te donne des idées et qui te permet toi-même de rajouter ce type de mécanisme dans tes applications, même professionnelles. Si tu commences à me suivre, ça je m'appelle Yvan, je suis ingénieur logiciel et créateur de contenu. Tu trouveras mon contenu principalement sur LinkedIn et sur YouTube. Alors tu connais la musique, je vais t'épargner la chanson. Si ce que je fais t'intéresse, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Cela nous encourage à créer davantage de contenu. Tu l'auras compris aujourd'hui, donc nous allons passer à la pratique. Nous allons du moins faire un live coding où nous allons implémenter ensemble ce mécanisme ou cette forme d'architecture. Tu te poses certainement, du moins c'était une question aussi qui revenait dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est quoi l'architecture front-end? Pour hexagonale, autant pour moi, c'est quoi l'architecture hexagonale? Pour faire simple, je te dirais une architecture hexagonale, c'est simplement une architecture dans laquelle on va séparer les règles de haut niveau des règles de bas niveau. Les règles de haut niveau, c'est quoi? Les règles de haut niveau représentent en fait tes règles métiers. Ça représente en fait tout ce qui est lié à ton cœur de métier, tout ce qui est lié à ton traitement de manière spécifique. Maintenant, les règles de bas niveau, c'est tout ce qui est périphérique. Ça peut être par exemple ton mécanisme de base de données, ton mécanisme de gestion des fichiers, ton mécanisme de socket et tout ce qui peut graviter autour. Donc c'est exactement ça. Il faut donc que en réalité tes règles de haut niveau qui sont des règles métiers soient indépendantes de l'implémentation qu'on peut faire des règles de bas niveau. Et généralement on va le faire au moyen d'interfaces. Donc vous pouvez voir dans l'architecture hexagonale comme une architecture qui permet de rajouter à chaque fois des plugins et ces plugins vont représenter en fait des implémentations spécifiques des règles de bas niveau. Mais votre règle de haut niveau représente ce qu'on appelle un module stable et vos règles de bas niveau en fait peuvent être des modules volatiles. Bon, mais votre règle de haut niveau c'est vraiment votre module stable. Lui il ne dépend pas de la technique. Il ne dépend que du langage de programmation. Il n'a que des classes, du moins des modèles et des services pour manipuler ces modèles-là. Mais il ne dépend pas du framework, il ne doit pas dépendre de la technique. Par contre, vos règles de bas niveau peuvent avoir des dépendances spécifiques liées à des aspects techniques. Donc voilà un peu ce que c'est l'architecture hexagonale et ce que nous allons implémenter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, puisque je suppose que tu es anxieux, nous allons passer à l'aspect pratique où je te présenterai. Et avant même de passer à l'aspect pratique, un autre avantage de ce mécanisme, en fait, vous allez le voir tout à l'heure, c'est la testabilité. Il devient extrêmement facile de tester vos règles métiers. Il devient extrêmement facile de tester votre métier dès lors que vous passez à ce mécanisme d'architecture. Pourquoi? Parce que votre métier ne dépend d'aucune implémentation concrète. Votre métier n'a pas de dépendance. Il y a un mécanisme d'inversion de dépendance dans votre métier qui fait que votre métier n'est lié qu'à des interfaces. Et puisque votre métier n'est donc lié qu'à des interfaces, la testabilité devient facile au niveau par exemple soit des fakes ou soit tout simplement des mocks. Il suffit juste que vous simulez la dépendance, l'interface, j'allais dire, et après vous avez naturellement en fait
un cas de test qui vous permet de valider ou d'invalider vos règles métiers. Alors sans plus tarder, on va passer à l'aspect pratique. Bon, je commence par créer, on va passer d'un dossier vite. En fait, archi exa front. Et ce dossier, en fait, on va l'ouvrir avec IntelliJ. Bon, ok. Il s'agit de notre dossier dans lequel nous allons implémenter nos modules. Je vous expliquerai progressivement la démarche afin que vous compreniez un peu comment ça fonctionne et comment je fais pour implémenter ce mécanisme au front-end et avoir beaucoup de souplesse même dans mon front-end. C'est très important aussi pour des gens qui développent des MVP. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs petits plugins que vous rajoutez. On le verra tout au long de cette implémentation. Alors là, au tout début, ce que je vais faire, c'est je considère que même mon module global, c'est un module NPM puisque je suis au front-end. Bon, moi, j'ai choisi de travailler avec NPM, mais rien ne vous empêche de travailler avec un autre gestionnaire de paquets qui vous intéresse. Mais le mécanisme restera de toutes les façons le même. Moi, je fais un npm init. Bon, je vais dire le nom du package, c'est hexagonal. La version, oui, ça ne me gêne pas. La description, c'est hexagonal architecture. Ouais. Tout le reste c'est transparent pour moi, mais vous imaginez certainement vous dans un contexte un peu plus spécifique, vous aurez certainement à remplir ces variables là, mais moi pour l'instant c'est purement transparent pour moi. Le but étant juste de partager avec vous comment est-ce que cela est possible. Et ensuite je vais créer un dossier que je vais appeler domaine. C'est dans ce dossier domaine que nous allons implémenter principalement tout ce qui sera notre logique métier. Et vous allez voir, notre domaine ne va dépendre d'aucune technique, n'aura pas de framework. Notre domaine n'aura aucune dépendance à une implémentation concrète, ce qui va faciliter sa testabilité. Et notre domaine, en réalité, comme vous allez voir tout à l'heure, c'est notre module de haut niveau. Nos règles de métier, là on implémente en fait nos règles de haut niveau. Alors, je fais un caddie. Et je l'appelle domaine. Voilà. Si on va faire un cd domaine, là nous sommes dans notre module métier. Là je vais aussi, puisque c'est un module npm, je vais initialiser et il va me demander le nom. Ouais, domaine, ça me va. Ok, il me dit domaine, c'est un module core en fait. Donc du coup, je dois changer le nom domaine. Bon, comment on va l'appeler en fait? Si on peut pas l'appeler domaine, on va l'appeler core. On va l'appeler core. On va dire oui, version 1.0. On va dire core of DL. Bon, c'est tout bon pour moi. Mon module s'appelle domaine. Normalement, si je rafraîchis, je devrais le voir. Bon, puisque là, j'ai appelé en fait le nom du package core. Je pense que ce serait plus judicieux que je modifie le nom du dossier domaine encore. Domaine étant déjà un nom réservé, voilà, l'application ne m'a pas permis, du moins l'idée ne m'a pas permis de le réutiliser. Alors je pense que c'est refactor rename et je vais l'appeler core du coup. Comme ça, il y a une certaine cohérence. Ok, voilà. Là, c'est core. Et à ce moment que tout est fait, bon, dans ce
Dans cet exemple en fait d'application que je veux assez light, ce que je ferais c'est j'implémenterai un use case vraiment très light. Donc en gros j'aurai un modèle utilisateur, j'aurai un service pour manipuler ce modèle et dans ce service j'implémenterai une méthode. Donc commençons déjà d'abord autant pour moi par créer en fait si vous voulez mon modèle. Donc mon modèle je vais l'appeler user. C'est une classe TypeScript et j'ai fait un export, une classe j'exporte user. Cette classe je lui donne vraiment basiquement mais suivant vos use cases vous aurez certainement à faire plus que ça. Vraiment basiquement je lui donne un attribut que j'appelle username et je dis c'est un string et ensuite je lui donne un autre attribut que j'appelle hash et lui c'est un number disons. Le but est vraiment de transmettre des idées et vous montrer comment je pratique tout ça. Et là je fais un constructeur et dans ce constructeur je mets un username pour moi qui est un string et ensuite un âge qui est un number. Et là ce que je vais faire c'est 10 points username égale username 10 points âge égale H. Bon, voilà un peu ma classe, mon modèle utilisateur. Et là pour manipuler en fait mon modèle, généralement lorsque vous allez travailler avec l'architecture hexagonale, pour pouvoir manipuler en fait vos modèles, vous allez le faire au travers des interfaces. Et généralement ces interfaces vous allez regrouper dans un paquet que vous allez appeler API. API alors c'est pas une API au sens web du terme, mais c'est vraiment une API au sens programmatique du terme. Donc voilà, les API c'est des méthodes, des programmes que vous appelez au sens programmatique, pas au sens web en tout cas. Donc là je crée un dossier que j'appelle API. Et dans ce dossier, je vais créer un service pour manipuler ce modèle user là. Ce service que je veux créer, en fait, je vais l'appeler user service. Et user service, en fait, lui, c'est une interface user service. Et cette interface, elle a, je choisis d'implémenter. Après, j'aurais pu choisir n'importe quoi. Puisque le but, moi, c'est vraiment de simuler. C'est vraiment un exemple où je te donne les bases pour le faire toi-même. Donc, du coup, là, je choisis par exemple une méthode qui permet de charger les informations, qui permet de charger l'objet utilisateur suivant peu importe la plateforme qu'il utilise, pour se connecter. Je fais par exemple une méthode que j'appelle load users by user name. Et cette méthode, elle va prendre en paramètre un username qui est un string. Et voilà, j'ai déjà ma principale méthode dans mon API en fait qui pour l'instant a un seul service, notamment le user service. Mais dans une application concrète, dans une vraie application dans la vraie vie, vous imaginez bien que vous aurez bien évidemment bien plus que ça, vous aurez plusieurs services, vous aurez plusieurs objets métiers et généralement chaque objet métier va faire appel à un service en fait avec des méthodes pour manipuler cet objet métier là. Donc en gros, et voilà, puisque ici j'ai plusieurs providers, rappelez-vous de mon contexte. Mon contexte c'est que dans mon application en fait, j'ai plusieurs providers d'authentification. J'ai un provider Facebook, j'ai un provider LinkedIn, j'ai un provider GitHub, j'ai un provider Twitter et tout ce que tu peux imaginer, peut-être même des providers spécifiques en fonction des entreprises ou des associations qui utiliseront l'application. Et dans ce cas, qu'est-ce que je dois donc faire? Je dois donc avoir un contrat qui doit pouvoir être implémenté par chacun des providers. Donc en gros, un provider qui veut pouvoir être utilisé par mon application doit pouvoir respecter un certain contrat, une certaine interface que je mets à disposition. Et généralement pour ça en fait,
je vais nommer en fait, si vous voulez ça, hôte. Je vais créer un dossier hôte. Et le but de ce dossier hôte, en fait, ce sera justement d'avoir les différentes méthodes ou du moins les différentes interfaces qui permettent aux providers de communiquer avec mon application. Alors, voilà, il s'agit d'un new folder directory. Je l'appelle hôte. Et dans hôte, je crée un fichier TypeScript que j'appelle, disons, Twitter. Non, autant pour moi, ici, on n'est pas encore ici dans l'implémentation. Je l'appelle Manage User. Parce que Manage User, pourquoi je l'appelle Manage User? C'est vrai que c'est un peu générique, mais je l'appelle Manage User parce qu'en fait, chacun des providers, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, que ce soit GitHub, chacun des providers va juste avoir à implémenter cette interface. Manage User. Et Manage User, lui, il a une méthode de get user from provider. Et cette méthode get user from provider, elle prend en paramètre un username qui est de type string. Voilà. J'ai défini donc une implémentation en fait de mon API parce que mon API doit pouvoir avoir une implémentation qui, elle, va se baser sur le provider qui sera injecté au bon moment. Alors, je définis donc une implémentation ici que j'appelle user service implement. User service implement. C'est une classe et elle implémente classe user service implement user hop, je me suis gouré. On va créer, j'ai créé plutôt en JS. Alors, je vais le delete, refactor, delete, il est là. Voilà. Et là, je crée plutôt un fichier TypeScript que j'appelle user service implement. Et là, je fais un export classe user service implement et là, implement user service. Voilà. Et c'est bon. Et il faut en ce moment donc définir en fait les implémentations. Bon, ok, que va faire ma méthode user service implement? Ma méthode, elle va appeler un constructeur, elle va appeler en fait une implémentation. Alors, je passe ça. Elle va appeler une implémentation de manage users. Manage users. Et là, en fait, en réalité, on va lui dire que tu vas travailler avec une implémentation de manage user qui te sera injectée au moment du runtime. Donc, en gros, ici, j'ai une variable que j'appelle manage users qui est de type manage user. Et cette variable, je l'utilise là.
En gros, donc, ce qui sera donc question de faire ici, c'est d'appeler juste, de faire juste un return. Donc, cette méthode, en gros, elle retourne un user. Et ça veut donc simplement dire qu'il faut qu'ici, la méthode retourne un user. Ici aussi, on doit retourner un user. Ok. Comme ça, là, on va juste ajouter l'import. Et ici, il faut faire un return this.manageuser.getUser from provider. On lui passe le user name. Ok, c'est tout. Bon, et ainsi, à ce moment, nous avons donc rédigé notre corps. Remarquez une chose en fait, c'est que notre principal service, User Service Implement, qui lui implémente en fait une des API, c'est-à-dire une interface User Service, en réalité, nous pouvons facilement tester cet objet métier. C'est lui qui implémente toutes nos règles, nous pouvons facilement le tester. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend d'aucune implémentation concrète. Il dépend juste de manage user étant interface. Il y a donc ce qu'on appelle une inversion de dépendance, puisque manage user c'est une interface. Et grâce à ce mécanisme d'inversion de dépendance, ça devient facile pour vous d'implémenter des tests. Vous pouvez facilement implémenter un test pour User Service Implement. Ce qu'il faut juste par exemple avoir, c'est un FIC ou un mock pour manage user. Et voilà, vous testez clairement votre unité de code qui est User Service Implement. Bon, une fois que nous avons terminé notre corps, nous devons donc maintenant on va revenir. On va faire un CD corps. Nous devons donc à ce moment le publier. Et pour le publier, en fait, dans mon autre module un peu global, comme je suis en local à des fins de test, mais vous, dans la vraie vie, vous allez le publier directement sur un repository, ou du moins le repository public, ou du moins celui que votre entreprise utilise. Moi, je fais juste un npm link, et là, il va le publier dans mon repository local, et c'est fait. Mon module core est ainsi fait. Il a en réalité un objet métier, mon objet user. Il a une interface qui indique comment manipuler cet objet métier et une implémentation de cette interface qui, elle, va se servir d'un provider externe. Mais ce provider viendra d'une autre application, viendra en fait d'un autre composant ou d'un autre module si vous voulez, et sera injecté dans l'application finale qui va utiliser tout ceci. Du moins le bénéficiaire final. Ne tardons donc pas, créons donc une implémentation de notre manage user, du moins une implémentation d'un provider. Bon, je vous propose que nous travaillions avec une implémentation, pourquoi pas de Twitter aussi, qui est très utilisé comme provider d'authentification. On va donc simplement créer un dossier qu'on va appeler Twitter. Disons Twitter provider, c'est un module. Et on va se positionner dans Twitter provider. À ce moment, on va faire un npm init. On va dire que le nom c'est Twitter. Version, hop, hors description. Bon, on va la compléter après. Ok. Bon, Twitter c'est fait. Et qu'est-ce que je souhaitais que nous fassions? Je souhaitais que la description, que nous la complétions. Twitter provider et auteur c'est suivant. Bon. En gros, dans ce module Twitter, il sera question pour nous de faire quoi? Il sera question pour nous dans ce module Twitter d'importer le module core, notre module métier, et de faire une implémentation du provider. Donc, il s'agit en fait d'un provider Twitter. Un autre développeur qui arrive, on peut lui confier une autre tâche, ou du moins si demain le patron demande de rajouter une forme d'authentification, ce qu'on a juste à faire, c'est créer un nouveau module et implémenter ce contrat-ci. C'est ce contrat en fait qui lui est attendu par
par notre corps, par notre domaine, par notre hexagone. Et une fois que notre hexagone le reçoit, il sait comment dealer avec lui. Bon, je vais donc sans plus tarder créer une implémentation de ce manage user. Mais pour pouvoir créer une implémentation, il faut pouvoir un peu ajouter le module core comme dépendance à mon module Twitter. Et pour le faire, comme je suis toujours en local, je me sers d'un npm link. Et je vais faire donc npm link core. Et là, il me dit bien qu'il a rajouté un package en fait qui s'appelle core à mon nouveau module. Et une fois que ce module est rajouté, il ne me reste plus qu'à passer à l'implémentation. Bon, je vais créer donc un fichier TypeScript que je vais appeler Twitter Provider. Et là, je fais un export classe Twitter Provider qui va implémenter en fait manage user. Manage user, il me dit à l'entrée et je l'importe. Bon, c'est normal, il ne parvient pas à l'importer. Je dois le faire manuellement pour la première fois. Import. Manage user from. Le nom du module c'était core. Et ensuite, je vais dans autre et après dans manage user. Et normalement, le tour est joué. Un point virgule ou pas, TypeScript s'en fiche. Bon, là, il faut implémenter toutes les méthodes qui sont dans manage user. Et voilà, je vais faire une implémentation bon, assez simpliste. Je vais dire on retourne, on va construire l'objet en du et après on va comprendre des choses. On va dire là, on va passer le username et on va passer un âge fictif de 25 ans et c'est bon. En gros, ce que nous venons de faire en fait, c'est que nous venons d'implémenter un module Twitter Provider pour récupérer l'objet utilisateur de l'utilisateur connecté. Si l'utilisateur s'est connecté avec Twitter, on se sert donc de cette implémentation-ci. Et cette implémentation, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner un objet user qui en fait a le username de l'utilisateur qu'on veut récupérer et bien évidemment un âge que nous avons fixé. Mais dans la vraie vie, vous imaginez bien que ce module NPM, ce module Node, si vous voulez, sera plus conséquent. En fait, ce sera un module qui va par exemple utiliser des librairies comme Axios pour faire des appels HTTP et lorsque les résultats sont retournés, ce module va faire des traitements afin de ne retourner que l'objet user que nous attendons. Dans la vraie vie, vous imaginez bien l'objet user retourné par Twitter sera très différent de celui retourné par GitHub, qui sera très différent de celui retourné par Facebook. Et par conséquent, ces objets qui sont parfois de très longue taille, il faut faire le bon traitement afin de nous retourner à notre application finale que ce dont elle a besoin, ce qui est attendu par le corps, ce qui est attendu vraiment par l'hexagone. Donc, vous voyez ce module vraiment comme un module qui lui est technique, qui lui connaît la technique, qui lui va choisir un appel. Et en gros, ça vous permet de rajouter des responsabilités, comme on va voir tout à l'heure, au framework que vous allez utiliser pour l'affichage, pour le front-end. Donc, ce mécanisme permet de rajouter. Vous pouvez, par exemple, décider que, bon, le mécanisme HTTP pour les appels d'Angular, c'est nul. Je ne l'utilise pas. Je fais ma propre implémentation au travers d'un plugin Node.js que je crée. Et l'architecture hexagonale, justement, vous permet de faire ça. Donc, voilà un peu en gros. Là, nous venons de coder notre module qui, lui, sait dealer avec Twitter. Ce qui nous reste maintenant à faire par la suite, c'est de créer donc maintenant l'application front-end qui, elle, va utiliser tout ça. En gros, notre application front-end qui aura besoin de manipuler nos utilisateurs, d'afficher la liste des utilisateurs, de faire la gestion de manière concrète et complète des utilisateurs. Dans notre application, on va donc lui dire, OK, voilà ce que tu dois pouvoir manipuler comme objet métier, comme service, et tu as à ta disposition plusieurs implémentations que tu peux injecter. Voyons donc maintenant dans la suite comment est-ce que nous allons injecter ce provider de Twitter dans notre application front-end. Cette application front-end, nous la ferons avec Angular. Angular qui est, comme vous le savez, en fait, le framework en pleine renaissance. Sans plus tarder, continuons.
Bon, pour le faire, je me sers d'IntelliJ. Je vais rajouter un nouveau module. Un module Angular que je vais appeler Front App. Et bon, voilà la syntaxe. Il va appeler npis -- package Angular CLING. Donc voilà, il va installer la dernière version puisque je n'ai pas précisé. Donc, ça pourra prendre un peu de temps suivant la connexion. Et ok, c'est bon. L'installation est terminée. Maintenant que l'installation est terminée, on va venir là regarder notre front app. Notre front app, en fait, c'est une application Angular, comme je vous disais d'antan. Si vous remarquez, vous allez remarquer que voilà, elle est générée avec Angular 18. Donc voilà, on a le nouveau mécanisme de changement, de détection de changement. Bon, du moins, ouais, détection de changement ou change detection en anglais si vous voulez, qui est appliquée. Cette app conf, elle est appelée par votre mail. Et c'est une application déjà basée sur les standalone, sur les standalone components. Bon, puisque j'ai spécifié aucune option, les options par défaut ont été prises en compte. Il nous faut donc dans cette application Angular rajouter nos deux modules. Vous vous rappelez le module core, en fait, qui est notre module métier, qui est notre module stable, et ainsi que le module tutor provider, qui représente en fait l'un des providers qui implémente en fait l'interface, une des interfaces attendues par notre métier, notamment l'interface qui est dédiée à la gestion des providers. Sans plus tarder, donc, on va rajouter donc ces différents modules dans notre application front-end. Pour les rajouter, moi je viens au niveau des dépendances, et ce que je vais faire, c'est je vais rajouter déjà le module core. Il va me dire qu'il ne le connaît pas, ce qui est normal. Je rajoute le module core. Et quand je rajoute le module core, ce que je vais faire, c'est je vais lui demander de l'installer via un lien symbolique. npm link core. Il a rajouté via un lien symbolique. Bon, là j'ai bien la description. Et ensuite je vais rajouter en fait mon module tuteur. Alors je suis trompé. Bon, là il faut aussi que je puisse et là tout à l'heure, voilà, on avait oublié de publier notre module Twitter. Il faut le publier exactement de la même manière que nous l'avons fait pour le module core. On va le publier au moyen d'un npm link. Ok, il a été publié et ensuite on revient dans notre appli front-end et on va faire un npm link Twitter. Bon, il a échoué. On va spécifier le -m pour lui dire que c'est un module. Voilà, cette fois il est passé et c'est bon. Et on a bien notre module Twitter et notre module core. Nos deux modules sont bien rajoutés comme dépendance dans notre application Angular. Et le test que nous allons faire est tout simple en fait. Nous allons nous rassurer qu'en fait nous parvenons à injecter ici, dans notre module core. Nous allons nous rassurer que nous parvenons à injecter la bonne implémentation que nous souhaitons de manage user. Sachant que cette implémentation, autant pour moi, c'est une autre application. Donc, on va se rassurer maintenant que on parvient à injecter d'encore une bonne implémentation que nous souhaitons, qui elle est aussi d'une autre application, notamment l'application Tutor Provider. Et pour le faire, je viens dans mon app component. Je suis en Angular 18, donc ça veut dire avec les standalone true. Comme vous savez, c'est des composants autonomes qui contiennent toute leur logique. Donc, on va rajouter l'array provider que vous connaissez très bien pour l'injection des dépendances en Angular.
Et ensuite, on va parler de l'attribut provide. Et on va lui dire de nous provide user service implement. Donc, voilà. Et on va se servir d'une factory pour injecter la bonne dépendance. Et la factory, on va faire un new user service implement et on va lui passer un fake. Bon, alors ici, bon, du moins pas lui passer un fake dans ce cas parce que c'est pas un test, mais on va lui passer en fait l'implémentation qui est issue de notre module Twitter, l'implémentation que nous voulons utiliser pour récupérer les informations d'un utilisateur depuis le provider Twitter. Je précise que pour chacun des providers, on aura des implémentations spécifiques pour s'authentifier, pour se log out, c'est-à-dire se déconnecter, pour récupérer les informations, du moins liées à l'utilisateur connecté et ainsi de suite. Donc ici, je vais faire dans un user service implement. Je vais dire on importe de core et voilà, user service, c'est le dernier. Et ici, lui, il attend une implémentation en fait de manage user. Or, l'implémentation que nous avons fait autant pour moi, c'est Twitter provider. C'est l'implémentation que nous avons faite. Et cette implémentation aussi, nous allons l'importer depuis. On va aussi l'importer depuis Twitter provider. On va l'importer depuis notre module Twitter provider. Ok, voilà. Et là, un test simple pour nous rassurer que tout fonctionne. Un test vraiment simple, ça serait de se dire voilà le title. Ça sera voilà, on va réutiliser le title. Le title, ça sera, commençons d'abord par faire par injecter le service. User service égale inject de user service implement. Inject doit pouvoir être importé depuis Angular Core. Et ici, le title de notre application, c'est le nom. On n'en appelons pas ça title, appelons ça name. Le name, le nom de l'utilisateur connecté. On va dire que c'est this.user service. Alors, ce que j'ai fait, voilà, this.load user by username. On va lui dire LinkedIn, non du moins Twitter. Twitter users. Et qu'est-ce qu'on pourra faire encore? Alors, on va simplement ici dans le app component à l'emplacement du title. On va chercher title. À l'emplacement du title, on va mettre un name. En gros, le nom de l'utilisateur que nous avons passé là doit s'afficher à l'emplacement du titre. Et on va dire en fait à côté, on va modifier ce message-ci. On va modifier, on va lui dire félicitations, tu as implémenté l'architecture hexagonal
avec Angular. Voilà. Et nous avons terminé. On va faire un premier test. Voilà. Oups. On n'a pas tenu compte de l'objet. C'est ici, on va faire point username. Comme ça, on aura là, voilà. On a bien hello Twitter user. Twitter user, c'est bien le nom que nous avons passé. Donc en gros, là, nous avons implémenté l'architecture hexagonale côté front-end. Ce que nous venons de faire pour récapituler, nous avons un module core qui lui est un module volatile, est un module stable, autant pour moi. Il ne dépend d'aucune dépendance externe. Il ne connaît que le langage de programmation et des interfaces. Il a une implémentation concrète qui permet de manipuler en fait l'objet métier présent. Mais cette implémentation concrète ne dépend d'aucune autre implémentation concrète. Elle ne dépend que d'interface. Il y a donc bien évidemment un mécanisme d'inversion de dépendance. Et par conséquent, cette implémentation, elle est facilement testable car on peut facilement substituer la dépendance soit à un mock, soit à un fake. Ensuite, nous avons fait une implémentation concrète en fait d'un provider. Cette implémentation concrète, nous l'avons voulu simplifier dans le cadre de l'explication, mais elle peut connaître de la technique, elle peut avoir des dépendances techniques. Par exemple, dans la vraie vie, vous imaginez bien, il sera question de contacter les serveurs de Twitter, de récupérer les datas, de les traiter afin de retourner l'objet attendu réellement par le corps. Donc, c'est ce que fera ce module-ci qui lui est un module de bas niveau. C'est un module qui lui peut être volatile. Et ensuite, dans notre application, le module le plus volatile, c'est le module FrontApp, car ce module, lui, dépend des deux autres modules. Donc, à chaque changement des deux autres modules, il faut changer aussi FrontApp. En gros, ce module, lui, il va se servir principalement du module Core, c'est-à-dire notre module qui a nos objets métiers et les de cet objet métier. Et également, il va aussi se servir en fait du module des providers pour pouvoir savoir quand injecter, quelle est la bonne implémentation à injecter. Donc en gros, là, nous avons pratiqué l'architecture hexagonale côté front-end. Je pense que ça t'a donné des idées et que tu as compris un peu comment tout cela fonctionne réellement. J'aimerais bien qu'en commentaire, tu me fasses tes retours si tu les as. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner. Cela, comme je disais dans le temps, nous permet de créer davantage de contenu. À très bientôt. Salut.